vraiment, avec la libération de Laurent Gbagbo, je suis sûr qu'il aura la paix définitive en Côte d'Ivoire. Parce que sans Laurent Gbagbo, il n'aura jamais la paix en Côte d'Ivoire. Salut chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspiration Monde. Aujourd'hui, il est question pour nos chers amis de comprendre l'histoire de Laurent Gbagbo. Qui est Laurent Gbagbo et pourquoi est-ce qu'il attise tant d'attention, surtout au niveau des puissances étrangères. Donc, chers amis, nous allons parler du parcours de Laurent Gbagbo, sa personnalité, ce que ses proches, ses connaissances et ses collaborateurs pensent de Laurent Gbagbo. Pourquoi il est important pour nous de connaître un personnage africain tel que Laurent Gbagbo? Tout simplement parce que c'est un Thomas Sankara de 2021. C'est un Patrice Lumumba de notre génération. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez son parcours et la façon dont il a été humilié, il a été privé de sa liberté pendant près de 9 ans. Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que ces trois personnages-là sont identiques. Donc, pour en savoir plus, je vous invite tout simplement à regarder ce reportage jusqu'à la fin, chers amis. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et surtout de vous abonner sur la plateforme pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Alors, je vous invite à regarder la vidéo. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011, vient de passer plus de 8 ans dans une cellule de la Cour pénale internationale. Le 15 janvier 2019, il a été acquitté de toutes les charges qui pesaient sur lui et le samedi 2 février 2019, il est sorti de prison en liberté conditionnelle. On était convaincu que le président Gbagbo, homme de paix, un humaniste, ne pouvait pas tirer sur sa population. Et on savait qu'un jour il allait être acquitté. Vraiment, avec la libération de Laurent Gbagbo, je suis sûr qu'il aura la paix définitive en Côte d'Ivoire. Parce que sans Laurent Gbagbo, il n'aura jamais la paix en Côte d'Ivoire. À l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo en février 2019, ce fut un moment de joie, de cris et d'espoir pour tous ces partisans rassemblés devant la Cour internationale de la Halle et aussi pour tous ces partisans et sympathisants à travers le monde entier et plus précisément dans plusieurs pays d'Afrique. Même comme au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'attendaient à ce que la libération de leur président tant aimé soit de façon définitive et non de façon conditionnelle. Nous les Ivoiriens, nous sommes fatigués. Nous voulons le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire immédiatement pour la paix. C'est une indignation pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une frustration pour le peuple d'Afrique. Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945 au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans une famille catholique pauvre appartenant à la minorité Bété. Dans les années 1960, il rejoint la capitale pour entrer dans un collège d'enseignement secondaire, puis étudie l'histoire à l'université d'Abidjan dont il sort diplômé en 1969. Il complète sa formation en France à la Sorbonne où il obtient une maîtrise en 1970 avant de retourner dans son pays enseigner l'histoire au collège. J'étais au CP1, je n'aimais pas du tout aller à l'école et j'ai trouvé tous les prétextes pour ne pas y aller. Le matin, on se bagarrait, papa était au travail. Et j'attends midi. Quand je vois papa arriver, je commence à pleurer alors que la bagarre s'est peut-être produite aux environs de 9 h pour que papa me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'allais à l'école et j'ai vu un monsieur qui faisait un meeting sur ce qui est aujourd'hui une grande place à Beauville. C'était Auguste Denis. Il faisait un meeting pour le compte du PDC-IRDA. Je me suis arrêté quelques minutes à regarder et puis j'ai continué. Mais ça m'avait plu de voir que quelqu'un parlait et puis des gens venaient de partout pour l'écouter. Dans le même temps, chez nous, papa était dans un autre parti politique, la SFU. Mon père a pris sa carte de SFU en 1947. Il me l'a donnée
quelques années avant de mourir. Donc j'entendais toujours parler de politique. Laurent et moi, nous sommes connus au lycée classique. J'étais élève à l'école normale d'enseignement de Dabou. Je suis venu au lycée classique pour faire une terminale de C. Gbagbo est venu de Gagnoua, il était dans un séminaire à Gagnoua et il nous a trouvés en classe de seconde, l'année scolaire 1962-1963. À l'époque coloniale, on allait à un âge assez avancé à l'école. J'étais allé un peu plus âgé qu'eux. Et nous avions un groupe, je l'appelais le cavalier intrépide, parce que quand vous lui donnez des instructions, en une nuit, il fait le tour de la cité, le mot de passe, il l'avait. Moi, je faisais les mathématiques, je n'étais pas très brillant dans les lettres. Et quand je voyais ce que Gbagbo faisait avec les lettres, j'étais très admiratif. Il est arrêté en mars 1971 et emprisonné jusqu'en janvier 1973 pour enseignement subversif. Après sa libération, il est chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine de l'Université d'Abidjan, tout en soutenant son doctorat à la Sorbonne. Bien que nommé à la direction de l'Institut en 80, il continue de mener des activités subversives qui suscitent la colère du gouvernement d'Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo crée dans la clandestinité un mouvement d'opposition et s'exile en France. À son retour en Côte d'Ivoire en 1988, plus précisément en septembre, il constitue et prend la tête du Front populaire ivoirien dont il est l'initiateur. Nous avions pris une clause au Congrès de 67 qui écartait tous les partisans du Houphouët-Boigny. Le président Houphouët même a essayé de l'amener à lui pour être le responsable des étudiants. Il a envoyé le journaliste Jean Kessé entretenir le groupe de Gbagbo Laurent. Il leur demandait d'accepter de venir avec lui, que Gbagbo Laurent soit son candidat. Quand vous avez un journaliste attaché à la présidence qui vient donner de l'argent, où le journaliste va sortir 5 millions pour venir corrompre un étudiant, à l'époque, où un maître des arts n'avait que 58 000 francs de salaire. Le lendemain, lorsque Kessé est venu pour prendre la réponse, Gbagbo Laurent a dit que lui, il désistait, il ne se présentait plus. Et personne dans son groupe n'a voulu se présenter. Avant d'aller rencontrer mes amis et leur annoncer que j'ai renoncé à ma candidature, je suis d'abord allé voir mon père. J'ai dit, papa, voici ce que Houphouët me propose. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mon fils, si tu es venu me voir, c'est que tu veux dire non. Eh bien, va et dis non. C'était lèse-majesté à l'époque. Houphouët était Dieu. Il a été déifié depuis 1946. Alors, aller contre Houphouët-Boigny, c'était aller contre la volonté de Dieu. Et tes parents t'abandonnaient. Quand on n'est pas d'accord avec une politique, il faut dire non. Et mon père m'a toujours enseigné ça. Dans ces conditions, le président Houphouët-Boigny a demandé au ministre de l'Éducation de l'époque, Lambert Amontano, de prononcer la dissolution de l'UNESI. Le président Houphouët avait dissous cette association et avait créé à sa place le MESI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était un mouvement inféodé au parti unique. C'était la branche scolaire du PDCI-RDA. Nous n'avons pas accepté cela. Donc nous nous sommes mis en grève, on nous a arrêtés et nous avons fait 15 jours. J'étais étudiante et à l'université, nous avions créé un groupe clandestin politique de formation, mais également d'action sur le terrain. Et je ne savais pas qu'en réalité, cette organisation-là était dirigée par Laurent Gbagbo. 1973, je sors de prison. Et Zadi Zaourou nous invite dans son village. C'est là que pour la première fois, je suis désigné comme chef d'un mouvement politique. Il a été notre encadreur. C'était des structures, des cellules très petites à cause de la clandestinité. Nous étions, je crois, 4 ou 5 dans cette cellule-là. Bon, mais c'est comme ça que nous avons travaillé ensemble. Il fallait en même temps organiser les grèves, les surveiller pour ne pas qu'elles débordent et protéger en même temps les miens, c'est-à-dire tous les militants, et protéger le peuple. C'est un exercice qu'on ne devine pas, mais quand on est habitué, après, on prend de l'étoffe. Nos relations vont
se muer pour devenir plus affectif jusqu'à aboutir à l'union de vie. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, ça. Quand nous avons commencé comme camarades politiques. Pour distribuer des tracts, je faisais moi-même, personnellement, le tour des rues. Je parcourais les rues quelques jours auparavant et je m'arrêtais aux différents carrefours pour voir le mouvement des policiers que je notais pour que celui qui allait venir distribuer les tracts là le lendemain ne se fasse pas prendre comme un débutant. Qu'à cette époque-là, le président Gbagbo avait été présenté comme un ennemi du président Félix Houphouët-Boigny. Et nous, en tant que militants du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, peut-être par transitivité, inconsciemment ou consciemment, nous voyons le président, je pèse mes mots, comme un anarchiste. Et puis est arrivé 1976, où Mao Tse-tung est mort. C'était notre idole. Ce que je retiens dans ce qu'il a fait, c'est que chaque pays a ses propres ressources. Chaque pays a ses propres valeurs. Et chaque moment a ses propres valeurs. Et que je pense que là où nous sommes arrivés en 1976, avec le développement que notre mouvement clandestin connaît, mais aussi avec les freins qu'il connaît à cause du parti unique, il faut passer à une autre étape. Le débat interne se développe. Nous nous séparons avec Zadi Zaurou et certains de nos camarades. À ceux qui restent avec moi, j'explique que le salut se trouve dans la lutte pour la démocratie. Et nous avons décidé de changer de plateforme de combat. Nous avons décidé que si nous voulions vraiment avoir un impact sur le pays, il fallait absolument adopter une plateforme beaucoup plus large. On recrute beaucoup de personnes dans tous les milieux. Et en 1990, ça fera la différence entre les gens qui sont restés seulement dans le milieu universitaire et nous. Parce qu'en ce moment, j'ai recruté. J'avais des gens à Epougon, à Abobo, partout, dans tous les quartiers, dans toutes les grandes villes de l'intérieur et dans tous les milieux sociaux, nous avions des gens. Et puis arrivent les années 1980, notamment 1982, où on entend véritablement parler du président Gbagbo, la grande grève des enseignants. J'étais moi-même secrétaire général adjointe du SINARES, qui est le syndicat des enseignants du supérieur et également des chercheurs de Côte d'Ivoire. Les enseignants jusque-là étaient logés. Et là, l'État venait de décider de mettre fin au logement des enseignants. Évidemment, les enseignants n'ont pas accepté la mesure et cela a amené une grève. J'étais à cette époque président du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, section de l'École nationale supérieure des travaux publics. Et on nous présente le président Gbagbo comme étant le cerveau de cette manœuvre de déstabilisation du régime du président Félix Houphouët-Boigny. Ils ont volé. Comment vous, ils n'avaient rien? Ma politique vous a permis de sortir du tout. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. Je le virerai dans mes comptes en banque. Ensuite, c'est ça. Ça produit des intérêts intéressants. Le SINARES était dirigé à cette époque par M. Pierre Kipré. Ils ont quand même estimé que c'était lui le vrai responsable. C'est arrivé à un certain moment, on dit « Ah, mais vous faites de la politique, vous voulez renverser le pouvoir. » Moi, mais mettons-nous dans un parti politique pour faire valoir nos idées. Nous avons été 5 ensemble à créer donc un nouveau mouvement qui prenait acte de la mutation idéologique. Pascal Koukora, notre hôte du jour, Boga Doudou, Aboudraman Sangaré, Simone Eivé et moi-même. Simone Eivé et Laurent Gbagbo, ils sont les deux vraiment qui ont propulsé le Front populaire ivoirien. Avec l'histoire a peut-être élargi le nombre de fondateurs, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'origine,
Ce sont ces deux-là, c'est ce couple-là qui a vraiment fondé le Front populaire ivoirien. Je dis en même temps, il faut que quelqu'un aille en exil. Parce qu'on ne peut pas aborder l'étape de cette lutte en restant avec des tracts. Nous l'avons fait sortir du pays très discrètement par le chemin de fer, aller jusqu'à Ouaga. Et puis c'est de Ouaga qu'il a pris un billet d'avion pour aller à Paris. Gbagbo, le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Parce que Bolin l'a induit en erreur, croyant qu'avec le changement en France, eh bien, on peut venir dire je suis socialiste, et puis Mitterrand et autres vont vous embrasser. Tous les amis que nous avions nous ont fui. Donc je me suis retrouvé seul. Il y avait même des amis qui changeaient de trottoir quand ils me rencontraient. Des amis qu'on rencontre, qui vous amènent chez eux de façon innocente, et puis les parents qui disent mais comment est-ce que tu as pu emmener l'ennemi du président Houphouët-Boigny chez moi? En avril 1990, le président Félix Houphouët-Boigny reconnaît enfin le rôle des partis d'opposition dans la construction, dans l'émergence et dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est alors qu'il invite le président Laurent Gbagbo à une conférence de presse au cours de laquelle il lui rend un vibrant hommage. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune père. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. À la tête de la FPI, durant les élections présidentielles de 1990 et de 2000, Gbagbo est le leader numéro 1 de l'opposition en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo remporte les élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2000 face au général Robin Gué. J'ai connu le président Gbagbo de loin comme opposant à notre régime, un étudiant turbulent, mais pas méchant, pas mauvais, il n'a jamais cassé, il n'a jamais tué, il n'a jamais agressé. À aucun moment, il n'a utilisé la violence ou prôné la violence. Le président Houphouët le respectait beaucoup pour ça. Je ne sais pas si ces arrestations ont contribué à forger ma vocation politique. Je sais qu'elles m'ont convaincu que des injustices existent et qu'il faut les combattre. Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. Gbagbo n'est pas un chef d'État qui avant d'aller en conseil de ministre, doit prendre voilà d'abord l'ordre du jour et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas supporté. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qui lui a valu des inimitiés, des haines qu'il a concentrées sur lui du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité, je crois qu'il en a hérité. Et les problèmes, les Burkinabés les ont eu là-bas, mais ce n'est pas de son fait. Les gens pensent que la guerre, c'est forcément les armes. Mais quand vous affamez les gens, les ferments de la guerre sont là. Quand vous faites de la discrimination raciale, les ferments de la guerre sont là. Afin que Gbagbo n'arrive, il n'y a pas eu d'explosion. Entre le PDCI et le RDR, les emprisonnements, les renvois de leur poste, systématiquement. En 2002, le président ivoirien a prévenu les Français qu'il était informé de ce qu'il y avait en préparation, une insurrection. La France lui a répondu qu'elle n'était au courant de rien. Le fait qu'après les événements du 19 septembre 2002, nous ayons entendu que le président Laurent Gbagbo revenait de son voyage d'Italie, malgré les coups de feu, nous avons été comblés de joie. Et nous avons vu en lui un homme d'État. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée
Mon pays est attaqué. Mon devoir est de faire front. Le soir même de son arrivée, je vais le voir pour dire, Monsieur le Président, dans 2 jours, il y a la réunion de la zone franc à Paris. Mais compte tenu de la situation, j'ai décidé de rester à vos côtés. Et le président me dit, va faire ton travail. Avant la table ronde de Makoussi, j'avais rendez-vous avec lui ce jour-là à 18h. Et puis aux environs de 17h, la nouvelle est tombée que la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, venait de tomber aux mains des rebelles. Je lui dis, Président, excusez-moi, si on peut reporter notre rendez-vous, ce ne serait pas mauvais. Le temps pour moi de vous laisser, de vous concentrer. Il m'a dit, non, jeune homme, moi je suis toujours concentré. Il dit, Président, j'ai pensé que la situation allait vous perturber par rapport à la prise de Mans. Il dit, non, moi, je suis le dernier rempart. Si je panique, et mon peuple. Nous avons fait 22 mois ensemble, 7 mois à Séguéla et 15 mois à l'EFA, à l'école des forces armées de Bouaké. L'armée lui a apporté beaucoup. Le commandement, le sens de l'autorité, puis la connaissance, la discipline militaire. J'ai connu les hommes qui la dirigeaient et qui allaient la diriger après, dont le général Guy Robert. Je l'ai connu, il était capitaine. C'était une punition, c'était un emprisonnement. Je le condamne, cet emprisonnement. Mais politiquement, j'en ai tiré des profits. On ne construit pas la Côte d'Ivoire en étant à Paris ou à New York. Il faut être à Suifri, il faut être à Tanda, il faut être à Grabo, il faut être à Tengerla, il faut être à Boisseau. Il connaît la culture, la tradition de la Côte d'Ivoire, le relief de la Côte d'Ivoire, la mentalité des populations. Il a vécu avec ces populations-là. Et là, je pense que ça a été un point fort. L'enseignement qu'il donne là, quand on veut diriger un jour les hommes, il faut les connaître. Tout candidat à la présidence de la République doit être prêt à tout moment à expliquer au peuple de Côte d'Ivoire son projet de gouvernement, son programme de gouvernement et son projet de société. Cette explication peut prendre plusieurs formes, y compris la forme d'un débat contradictoire. Monsieur, je suis prêt à n'importe quel moment à débattre avec mon adversaire. Quand j'ai vu ce fabuleux meeting d'août 90, quand j'ai vu le stade de Trècheville plein, on ne voyait même pas l'herbe de la pelouse tellement il y avait de monde. Je dois dire que j'étais très ému en pensant à toutes ces années-là. J'ai eu 18%. Et comme il fallait avoir 10% pour avoir le remboursement de sa caution, on nous a remboursé les 20 millions. Avec la moitié, nous avons fait la campagne législative et avec l'autre moitié, nous avons fait la campagne municipale. Je revois Laurent Gbagbo montant à la tribune avec cette phrase qui est restée gravée dans ma tête et qui est à la fois d'une certaine manière très africaine mais qui reflète bien sa personnalité. Il a dit « doucement, doucement, nous sommes pressés ». C'est-à-dire vraiment pour les militants, c'était pas trop vite, cassez pas de vaisselle, on va y arriver, il faut savoir garder le rythme, il faut respecter le temps. François Mitterrand disait de son côté, il faut donner du temps au temps, c'était une approche un peu commune. Il ne parle jamais des moments difficiles de sa vie d'opposant. Par exemple, il m'a jamais décrit comment il a été arrêté le 18 février 1992. Il ne parle même pas de sa vie en exil à Paris. On a l'impression que pour lui, tout ce qui est arrivé était normal. Il ne dit rien contre le président Houphouët. Je trouve qu'il faut une force de caractère pour taire ces choses-là. Je constate qu'il n'est habité par aucun sentiment de revanche. C'était pas toujours facile, mais ça n'enlevait rien au fait que j'avais de l'admiration pour lui et que son absence physique était très souvent compensée par sa présence psychologique. Il rigole, il tape sur le dos facilement, mais dans le même temps, ce trait de caractère doit être vu à travers le prisme de la pudeur. Depuis le premier jour que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui où les chefs d'État, c'est la constance. Il est constant dans ses convictions, constant dans ses relations avec les gens aussi. Nous sommes de partis politiques différents depuis 1994 quand nous avons créé le RDR. Mais
Le lien n'a jamais été coupé. Les idées forces de Nkrumah, il les a incarnées parce que malgré tout ce qu'on lui a fait, je n'ai jamais senti chez lui un seul jour une hésitation par rapport à la nécessité de l'union, de l'unité africaine, de l'intégration sous-régionale. Ce qui est la grande force de Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'a pas été une gauche martyre. Il a été une gauche qui l'a emporté, qui a dépassé la crise. Une chose qui est certaine, c'est cette parole libre qu'il a, qu'il faut qu'il maintienne, qu'il la reproduise à chaque instant. Quand il affronte le gouvernement français, comme il a fait plusieurs fois, eh bien ça donne du courage, de la dignité à des millions d'Africains, pas seulement aux Ivoiriens. Ce qu'il veut, c'est la justice. Ce qu'il veut, c'est le respect de l'homme noir. Ce qu'il veut, c'est le partage. Mon père m'a légué deux choses, le socialisme et la foi chrétienne. Moi, pendant ces années difficiles, je crois que c'est la foi qui m'a porté. C'est la foi qui m'a porté. Et c'est elle qui me porte encore.